Bonjour mes amis, je vous fais une capsule dans la foulée de celle que j'ai faite pour analyser les stratégies de Macron pour éviter une débâcle totale aux élections européennes et même peut-être pour obtenir une remontada de sa liste. Je vous fais aujourd'hui une analyse du rôle que Satan va jouer dans cette stratégie et c'est un rôle extrêmement important. Alors, bien entendu, je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça, puisque nous assistons en ce moment à un retour massif d'une technique qui a été utilisée en 2023 pour lutter contre la réforme, enfin pour lutter contre les adversaires de la réforme des retraites. Je vous le redis, je vais mettre en appui de cette vidéo dans l'article du Courrier des stratèges l'interview que j'avais faite en mai 2023 du secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, un grand syndicat des chemins de fer, qui expliquait, ce secrétaire général expliquait qu'à partir de décembre 2022, il avait essayé de convaincre ses camarades syndiqués des autres syndicats de déposer, de bloquer Paris pendant une dizaine de jours pour empêcher la réforme, et les syndicats n'ont accepté. Regardez la vidéo, j'avais fait des papiers là-dessus, vous comprendrez les détails. Les syndicats n'ont accepté le préavis d'ordre reconductible à Paris qu'à partir du 7 mars 2023. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que Cyril Hanouna a invité Gérard Fauré dans son émission, je crois que c'était PMP, je regarde pas ce truc, c'est la télé poubelle Bolloré, j'ai fait sécession. Mais donc Hanouna avait invité Gérard Fauré, qui était venu expliquer qu'il y avait un réseau pédosatanique avec des tas de récits à l'appui, et ça avait permis d'embrayer sur une campagne sur X avec menée par des influenceurs prétendument opposants, prétendument résistants, qui sont en fait des infiltrés de la Macronie, qui ont relayé pendant tout le temps de la grève le rideau de fumée de le vrai problème, c'est pas la réforme des retraites, c'est la lutte contre Satan. Et il se trouve que nous assistons maintenant, avec la guerre en Ukraine, à un retour de cette théorie de Satan nous menace. Je vous donne un exemple de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos caricatures qui, d'une façon ou d'une autre, invitent Satan dans le débat. Ce sont des vidéos qui sont portées par des infiltrés qui jouent aux résistants et qui sont là pour aider Macron, en présentant la lutte contre Macron non pas comme une lutte politique, rationnelle, mais comme un combat eschatologique, comme on dit, un combat de nature supérieure, transcendantale, contre le mal, contre Satan, contre une puissance maléfique. Regardez. Pour la liste renaissance. Ah. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a un problème technique, mais je crois que c'est important que vous voyez l'état d'esprit dans lequel tout cela fonctionne. C'est que lorsque Macron a besoin d'un coup de pouce et a besoin de neutraliser les oppositions potentiellement les plus remuantes ou les plus virulentes, eh bien, il remet une dose de Satan, c'est-à-dire qu'il fait croire qu'au fond, au peuple, le peuple n'a pas face à lui un adversaire politique qu'il faut combattre avec des armes politiques, avec une construction politique, avec un projet politique. La stratégie de Macron consiste à, d'une façon ou d'une autre, déformer les images et à se placer dans un combat supérieur du bien contre le mal. Alors, il y a euh, euh, plusieurs éléments que je vais essayer d'analyser rapidement aujourd'hui. Je voudrais simplement redire dans ce contexte une phrase profonde que tout le monde connaît. En réalité, cette technique qui consiste à sublimer sa propre force, non pas en disant je suis Dieu, mais en disant je suis Satan, vous ne pouvez rien contre moi. Cette façon de se déifier, de se mettre au-dessus du lot. Alors Macron ne l'a jamais caché. Au début, il s'était fait passer pour Jupiter. Maintenant, il utilise des infiltrés pour dire en fait c'est Satan. Et tout ça obéit à une stratégie. Je vais vous analyser les arguments qu'il utilise, les techniques qu'il utilise, mais obéit à une stratégie qui est connue depuis très longtemps. Et un auteur français, honni aujourd'hui parce que prétendument antisémite, qui s'appelait Maurice Barrès, l'a très bien résumé dans un roman qu'il a écrit en 1897, c'est pas nouveau, qui s'appelait Les Déracinés. Voilà ce qu'il disait: que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance, voilà une condition première de la paix sociale. C'est vraiment
cette idée que pour que le peuple se taise, pour que le peuple se calme, eh bien, il faut que, je vous laisse cette phrase, que vous puissiez la méditer, il faut que le peuple soit convaincu qu'il n'a aucune espérance de gagner le combat politique et que de toute façon, ça ne sert à rien de se révolter. Je peux vous faire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, le combat est perdu d'avance, de toute façon, on ne peut rien faire, de toute façon, nous sommes des petits, nous n'avons aucun pouvoir, de toute façon, tout est écrit d'avance. Voilà. Toutes ces phrases que vous connaissez, c'est l'anthologie, hein, portée pour nous expliquer que de toute façon, la paix sociale voulue par Macron est obligatoire puisqu'on n'a pas le choix. Ils sont trop forts pour nous. Et vous comprenez incidemment que présenter Macron comme Satan participe de cette conviction que nous ne pouvons rien et que seul Dieu peut nous sauver, puisque c'est bien l'objectif. Je vais essayer de vous le démonter petit à petit. Mais retenez bien ça, c'est que Macron ne gagne pas parce qu'il est fort. Macron gagne parce qu'il nous convainc que nous sommes faibles. Et pour nous convaincre, je vais vous dire comment il fait. Mais d'abord, en quoi la convocation de Satan, si j'ose dire, dans le débat public est un élément essentiel. C'est que vous voyez bien, je vais essayer de refaire l'histoire, vous voyez bien que la démocratie occidentale, elle est le produit d'un héritage culturel, intellectuel, qui nous vient directement d'ailleurs d'Homère. Homère, je le fais parce qu'il y a plein de choses qui ont disparu dans la culture générale. Homère est un prétendu poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors, tout le monde a entendu au moins parler de l'Odyssée, c'est l'histoire où il y a notamment le Cyclope et Ulysse en crève l'œil. Et Ulysse, dans son parcours, a la possibilité, à un moment donné, de devenir immortel. Et à celle qui lui propose l'immortalité, il dit: non, mais moi, je veux retourner dans ma ville d'Ithaque, retrouver ma bonne Pénélope, mon épouse, qui m'attend depuis 20 ans. Et ce que je veux, c'est reprendre mon trône de roi d'Ithaque et construire une cité heureuse avec mes concitoyens. Et donc, d'une certaine façon, Homère et la culture grecque sont à l'origine de l'allergie européenne, indo-européenne, à la théocratie qu'on retrouve très largement dans les pays à culture monothéiste et sémitique. Donc, on rappelle, la Grèce antique, elle est polythéiste, elle croit à plusieurs dieux. Ça me fait bien marrer aujourd'hui quand je vois les Grecs qui me disent: nous sommes des héritiers de la Grèce antique. Il n'y a pas plus qu'ubéni orthodoxe monothéistes que les Grecs d'aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir, j'allais dire ethniquement, avec les Grecs antiques, hein, qui eux étaient polythéistes et ne voulaient surtout pas entendre parler d'une théocratie, c'est-à-dire d'une cité construite sur les principes d'un dieu qui nous aurait imposé verticalement des valeurs. La culture grecque dont nous sommes les héritiers, en tout cas moi j'en suis l'héritier, la culture grecque dont nous sommes les héritiers part du principe que la religion, c'est une chose, la politique, la construction de la cité, la politique, on le rappelle, le mot politique, ça vient de polis, la ville, donc la construction de la cité, police, la ville, la cité, évidemment, la construction de la cité dans l'esprit grec, dont nous sommes, je le redis, les héritiers, dans l'esprit indo-européen, parce que c'est vraiment l'idée indo-européenne. Les Indo-Européens, c'est, je suis désolé de le dire, comme d'une façon ou d'une autre, ce qu'on a appelé à l'époque les blonds aux yeux bleus. Eh bien, la culture, l'identité culturelle des blonds aux yeux bleus, c'est pas les camps de concentration, c'est pas l'antisémitisme. L'identité culturelle des blonds aux yeux bleus, c'est la construction d'une cité prospère qui met à part la religion, qui considère que la religion est une affaire privée. Les dieux grecs, certes, il y a des temples en Grèce, mais la relation à Dieu chez les Grecs anciens est une relation personnelle, individuelle. Il n'y a pas de construction religieuse de la cité au sens propre. La cité telle que Homère commence à la définir, à l'exprimer, c'est une cité qui est fondée par la discussion, la délibération entre ses citoyens, indépendamment de considérations morales supérieures. L'idée, c'est comment on fait ensemble pour être heureux et prospère. C'est ça la base de la démocratie.
Et Ulysse refuse de devenir un dieu, donc refuse Homère nous explique que la base de la vie collective, c'est de considérer que l'homme n'a pas à se déifier ni à chercher à s'élever au niveau de Dieu. L'homme doit construire son bonheur laïque, je dirais, indépendamment de, des théories religieuses. Voilà, ça c'est l'héritage. Et lorsque on convoque Satan dans le débat et qu'on dit mais il n'y a plus de politique, il y a un combat de Dieu contre Satan, du bien contre le mal, eh bien on passe dans une vision qui n'est plus une vision indo-européenne, qui n'est plus notre identité politique, hein, ni culturelle. On passe dans une vision monothéiste où il y a un principe du bien, un principe du mal, et où le bien doit chasser le mal. Et dans cette idée, eh bien, le mal est une puissance, c'est une vision très sémitique, très portée par le christianisme notamment, qui est une vision où, au fond, eh bien, Satan nous tente et nous devons résister à la tentation. Et dans cette conception-là, la vie des humains doit être organisée autour de la construction d'une forme de théocratie, c'est-à-dire de sociétés idéales, fondées sur des principes inspirés par un Dieu et qui doit s'appliquer à tout le monde, même ceux qui ne croient pas en ce Dieu. Ce qui est contraire, je le redis, à notre identité indo-européenne. C'est vraiment une idée qui nous est venue de l'Orient et qui ne correspond pas à notre histoire, j'allais dire, ethnique. Et lorsqu'on convoque Satan, la puissance du mal, vous voyez bien qu'on nous fait glisser dans la politique ne sert à rien. C'est ce que disent les jeunes musulmans de mon quartier quand je les entends de temps en temps avant les élections. Ils disent ça ne sert à rien de voter, Allah décide de tout. Eh bien, cette, cette espèce de renoncement à la démocratie propre à l'islam, il nous est importé aujourd'hui par et Macron et les infiltrés qui propagent l'idée que Macron est un Satan. L'intérêt de ça, c'est ce que Maurice Barrès nous décrivait en 1897, c'est-à-dire que pour maintenir la paix sociale, Macron a impérativement besoin de supprimer la politique, de supprimer la délibération au sein de la cité, et il a besoin d'expliquer que tout ça, en fait, c'est un combat qui se passe dans l'Olympe, hein, au-dessus des humains, et que les humains n'y peuvent rien, les citoyens n'y peuvent rien. Tout, ce sont un jeune homme qui voulait travailler pour le courrier, que j'ai remercié de sa proposition, mais en lui disant Satan, c'est pas ma tasse de thé. Il m'expliquait c'est un principe allégorique. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la politique, le débat public devient dominé par un principe allégorique qui est le combat du bien contre le mal, comme dans Netflix. Et quand vous regardez les séries Netflix, vous apercevrez qu'au fond, elles vous invitent à faire un combat du bien contre le mal. Quand vous regardez les émissions de Cyril Hanouna, je referai une vidéo sur la télé poubelle de Bolloré. Quand vous regardez les émissions de Cyril Hanouna, vous comprenez qu'il n'organise pas des débats pour trouver une synthèse supérieure qui soit une synthèse de la vérité. Il organise des débats, ce sont des combats frontaux entre le bien et le mal, et il ne peut pas y avoir de dépassement de ce combat entre le bien et le mal. Là aussi, c'est contraire à notre pensée indo-européenne. Et l'objectif, c'est ça quand on parle de Satan, c'est de vous convaincre que, au fond, vous ne pouvez rien contre le pouvoir en place parce que le pouvoir est inspiré par Satan et que vous devez laisser faire Dieu et à part prier et croire en Dieu, vous ne pouvez rien faire concrètement contre le pouvoir en place. Et n'essayez surtout pas d'imaginer un projet politique alternatif pour convaincre. Ça ne sert à rien. De toute façon, tout est écrit. C'est le bien contre le mal. Ne vous cassez plus la binette. Ne cherchez plus à comprendre. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Macron, c'est le mal. Et si c'est pas Dieu qui intervient avec l'archange Michel, eh bien, il triomphera. C'est vous convaincre de votre sentiment d'impuissance pour garder la paix sociale, pour vous dire, eh bien, vous pouvez me détester, de toute façon, vous ne pouvez rien contre moi. Voilà. Ça, c'est l'objectif de la convocation de Satan dans le débat public aujourd'hui. Alors maintenant, je vais quand même redire ce que j'ai dit dans plusieurs vidéos sur les techniques d'infiltration cognitive telles qu'elles ont été théorisées par la CIA au sens large et rédigées par un certain Kassenstein dans un article très important de 2011 qui s'appelle, je crois, The Conspiracy Theories et qui
donne une indication générale. Donc, Cass Sunstein est l'un, avec Thaler, qui a été prix Nobel d'économie, l'un des inventeurs de la théorie du nudge. On le redit, la théorie du nudge, c'est une théorie qui dit que l'État n'est pas seulement fait pour apporter des services publics, il est aussi là pour dire aux gens comment ils doivent vivre et les encourager à avoir des bons comportements. C'est la base du crédit social à la chinoise. Cette théorie du nudge est largement utilisée en Occident aujourd'hui, à commencer par Macron lui-même et ses amis de McKinsey. Et donc cette théorie du nudge s'est accompagnée d'une question qui est comment on fait pour combattre les dissidents, regroupés sous l'appellation générale de complotistes ou conspirationnistes. Alors, Cass Sunstein dit ça ne sert à rien que l'État combatte les complotistes frontalement, ça ne sert à rien que l'État descende dans la mêlée que le gouvernement descende dans la mêlée sous son visage découvert. Il faut que l'État utilise l'infiltration cognitive, c'est-à-dire qu'il suscite des opposants qui sont en réalité au service du gouvernement, mais qui se font passer pour opposants. Et il faut que ces opposants, petit à petit, fassent un travail de sape pour neutraliser l'opposition des complotistes ou des conspirationnistes. Ce système donc, est totalement industrialisé. Il a été industrialisé à partir des années 2017-2018. Les conclusions des sommets du G7 que j'ai cités plusieurs fois dans le courrier des stratèges en font l'histoire d'ailleurs. Dans la pratique, ce sont les services secrets canadiens qui sont chargés de mettre en place ce qu'on appelle le Rapid Response Mechanism, RRM. Pourquoi les Canadiens? Parce qu'ils sont francophones et anglophones. Donc ça aide à utiliser des techniques qui sont largement déployées par la CIA pour infiltrer l'opposition et pour la neutraliser à partir de plusieurs techniques. Je remets en complément de cet article du courrier l'interview que j'avais faite de Noah Manoir, qui, un ancien des renseignements territoriaux, qui explique comment on fabrique des opposants, qui lui-même a pratiqué cette technique au moment des attentats, de la campagne de la lutte contre les attentats islamistes. Il a, en tant qu'agent des services français, fabriqué de faux islamistes pour infiltrer les milieux islamistes. Et il explique comment on a réutilisé ces ex-islamistes contre les gilets jaunes. On a fait comme on a pu, mais depuis, le système s'est sophistiqué. Et donc, il y a des techniques bien connues désormais et qui sont industrialisées, qui ont été industrialisées au moment du Covid. Je recommande l'excellent livre de Vincent Nouzy sur la police depuis le Covid. C'est très intéressant de voir comment le Covid a permis, au fond, de donner libre cours à des stratégies de contre-influence sur Internet qui se servent de prétendus résistants, qui sont généralement fabriqués, et qui échappent au shadow banning. Là aussi, regardez la vidéo que j'avais faite sur Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch qui explique de quels avantages il bénéficie de la part de Google pour avoir de l'audience. Eh bien, ces avantages sont aussi offerts aux infiltrés cognitifs de la Macronie. Plein de techniques. Si vous voulez, si ça vous intéresse, demandez-moi comment le système fait pour promouvoir ces gens-là. Je vous l'expliquerai. Et donc, il y a un certain nombre de techniques qui sont utilisées pour que les infiltrés cognitifs, que vous croyez être des résistants, mais demandez-vous d'où vient leur argent. Nous, au courrier des stratèges, on vous dit notre argent vient des abonnements, point, et nous sommes transparents sur le sujet. Mais il y a plein de résistants, on ne sait pas d'où vient leur pognon. Et ils sont fiers de montrer qu'ils en ont beaucoup. Alors un jour, la mémoire va me revenir et je vais dire aux gens que je sais d'où vient leur argent. Parce que je pense qu'ils vont trop loin et qu'ils ne savent pas s'arrêter. C'est leur problème. Mais donc, il y a une utilisation d'infiltrés cognitifs qui vous explique que Macron, c'est Satan et qui vous bassine à longueur de journée selon les principes de la crippled epistemology que Cass Sunstein a décrit. Selon ces principes, eh bien, à longueur de journée, ils font passer le message de Macron est satanique, tout ça c'est satanique, tout ça c'est le mal absolu que nous devons combattre, etc. Ces phrases reviennent très régulièrement, ces références à Satan sont des références obligées de l'infiltration cognitive. Et si vous regardez les réseaux sociaux, vous apercevez qu'elles arrivent en même temps de plusieurs infiltrés cognitifs. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que j'en connais un, j'ai oublié son nom, c'est bête, je connais un
qui se fait passer pour catholique, royaliste. Moi, j'ai dîné avec lui, je sais très bien qu'il n'est pas du tout catholique, qu'il est beaucoup plus proche du Mossad que de l'Église. Et donc ce grand garçon, par exemple, a fait toute une campagne pour expliquer que Macron était d'une race satanique. La preuve, c'est qu'il n'avait pas d'empreinte digitale au bout des doigts. Et je connais ce garçon, il ne croit pas un mot de ce qu'il raconte, mais il le répète en boucle, voilà, et ça fait de l'audience. Évidemment, c'est une campagne montée par la Macronie. Il se trouve que cette personne à qui je fais référence, j'ai oublié son nom, mais je sais qu'il est proche d'Attali, il est proche de cette mouvance autour du pouvoir, cette mouvance très, très néoconservatrice, très proche des intérêts de l'OTAN, et dans leur vision du monde, faire haïr Macron comme d'essence non plus humaine mais satanique, c'est un enjeu parce que ça permet de convaincre les gens qu'ils ne peuvent rien contre Macron et qu'ils peuvent maugréer, détester Macron. De toute façon, ça ne sert à rien de résister. Macron vaincra. Voilà. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'infiltration cognitive, demandez-moi, je vous en dirai plus. Je voudrais faire une conclusion. Macron n'est pas satanique. Et je vais vous dire, peut-être que Satan existe, j'en sais rien. Moi, je suis un européen. Ah, moi, je suis polythéiste. Moi, je sais qu'il y a tous les dieux ont des avantages et des inconvénients, des qualités et des défauts. Zeus avait des qualités et des défauts. Neptune, Poséidon, ceux que vous voulez, Athéna, ils avaient tous des qualités et des défauts. Relisez l'Iliade et l'Énéide, l'Iliade et l'Odyssée, pardon, vous verrez que les récits qui sont faits des dieux, c'est qu'entre eux, il y a des fâcheries, ils ont des pouvoirs comme des super-héros aujourd'hui, mais ils sont boudeurs, ils sont capricieux, ils sont jaloux. Voilà. Pour moi, les dieux, c'est ça, c'est des êtres imparfaits. Voilà. Ils ont du bien et du mal, comme nous tous. Et Macron, peut-être qu'il est satanique, j'en sais rien, mais pour moi, si Satan est à l'image de nos dieux à nous, eh bien, Satan, il n'a pas que des mauvais côtés. Voilà. Macron est un adversaire politique, nous pouvons le combattre et en rien la défaite n'est assurée. Il suffit d'avoir un programme politique et de le déployer pour vaincre. À bientôt, mes amis.